Et tous les gens qui suivent, alors c'est vrai que à chaque fois que j'en trouvais un nouveau qui publiait, donc j'allais voir un petit peu qui c'était. Et à tous les coups, c'était forcément dans la mouvance extrême droite. C'est effarant quand même, ça fait peur. Hein. Vraiment, ça fait peur. Ouvrez les yeux juste. Ouvrez un peu les yeux en fait. Des gogoles, vous êtes des gogoles. Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlée sur le bûcher. Mais réveillez-vous, tout est calculé. Pour qu'il y ait des complotistes, comme disait ma grand-mère, il faut qu'il y ait des comploteurs. Tout est faux et planifié à l'avance. Excuse-moi, mais il faut être borne de l'œil dominant pour pas le voir. Et alors là, il me disait que j'étais vraiment un mouton, que j'avais plus de cerveau et que je faisais partie d'une expérience de manipulation de masse. On a touché le fond. Hein. À un moment, je voulais plus la voir. J'avais plus de mère. C'est horrible de s'entendre dire qu'on veut du mal aux enfants, quoi. Mon Dieu, mais jusqu'où ça va aller ? Bonjour à toutes et à tous, je suis Perrine Bontemps et vous écoutez Réveillez-vous, le podcast de Conspiracy Watch qui donne la parole à celles et ceux qui subissent le complotisme au quotidien. Dans ce nouvel épisode, Carole, la soixantaine, se confie sur sa relation avec son frère. Enfants de viticulteurs, ils ont grandi à la campagne dans le domaine familial, entouré de vignes. Depuis l'adolescence, son frère est adepte de pratiques et croyances alternatives. Ces dernières se sont renforcées avec la découverte des vidéos d'Éric Furil, puis avec la pandémie de Covid. Il est alors parti vivre à Madagascar pour fuir la France et sa prétendue dictature. Alors mon frère, c'était un garçon très, très calme, très gentil, c'est vrai. Il était très très attaché à maman. Je vous disais, moi pour une maman, un enfant comme ça c'est un bonheur quoi. Très câlin, tout le temps lui faire des bisous. Il avait aussi un côté très taquin. Moi, il me taquinait tout le temps. Ça faisait rire tout le monde, sauf moi. Et c'était un enfant plutôt solitaire quand même. Voilà. Il pouvait passer des journées à jouer sur la terrasse avec ses petites voitures. Je dirais jusqu'à ses 12 ans, il n'y avait rien à dire. Hein. Ça allait bien. À 12 ans, donc moi j'avais 15 ans, mes parents m'avaient offert une mobilette. Et un jour, il m'a piqué ma mobilette pour rejoindre mon grand-père qui ramassait des prunes un peu plus loin dans la vigne. Et donc, c'était une route qui descendait. Et donc, il a pris ma mobilette, il n'a pas pris le casque, il est tombé. Et il est resté un peu dans le coma. Il s'est réveillé, apparemment tout allait bien. Après, il est revenu faire des électroencéphalogrammes. Il n'y avait rien. Donc, on a dit, voilà, c'est tout, quoi. Seulement, à partir de là, alors, je ne sais pas si ça a un rapport. Peu de temps après, il nous a dit qu'il venait de la planète Humo. Il s'est mis dans la tête qu'il venait d'une autre planète. Voilà. Et il n'en démordait pas. Alors évidemment, nous, ça nous faisait rigoler. Mais c'est quoi cette planète ? Où est-ce qu'elle est ? Il avait sûrement une imagination débordante. Ou alors, est-ce que c'était consécutif à la chute ? On ne le saura jamais. Mais pendant des années, il n'en a pas démordu, qui venait d'une autre planète. Humo, c'est une prétendue planète qui se trouverait à 14 années-lumière de la Terre. Il s'agit en réalité d'une supercherie, reconnue par son initiateur dans les années 1990. L'histoire est née de lettres, envoyées principalement en Espagne, soi-disant écrites par les Humites, un groupe d'agents missionnés par une civilisation extraterrestre. Cette théorie est notamment reprise par le physicien et ufologue Jean-Pierre Petit, déjà épinglé pour ses propos complotistes sur Conspiracy Watch. Alors les Humides, ce sont les habitants de la planète Humo. Ce sont des lettres qui disent, voilà, nous habitons une planète qui est à 15 années-lumière de chez vous, et puis nous sommes arrivés sur Terre chez vous le 28 mars 50, et même dans la région de Digne. Bon, ça n'importe qui peut écrire ça. Maintenant, il y a des informations scientifiques liées à la mécanique des fluides, à la physique des gaz ionisés, à la cosmologie. Et là, j'ai commencé à accrocher un petit peu là-dessus. Premièrement, ces informations sont de qualité, mais elles sont aussi en avance sur notre époque, puisque j'ai pu en faire de la science. Qu'est-ce qui s'est rajouté après la planète Humo, un peu plus tard je ne sais pas quel âge il avait, moi, 16 ans, 17 ans. Les tisanes, voilà, se soigner par les tisanes. Donc ça a duré un temps. Peu de temps après, il a découvert le livre de Guy Claude Burger. C'était l'instinctothérapie, manger cru. Donc là, c'est pareil, manger cru.
Bon, ça, c'était un peu plus compliqué pour mes parents quand même. Mais bon, c'est lui qui s'achetait ses aliments. Et donc ça a duré aussi un temps. À côté de ça, il commençait à avoir un comportement un peu fantasque. Il s'habillait un peu n'importe comment. Fallait qu'on le... En fait, c'est comme s'il fallait qu'on le voie, quoi. Il n'était pas... Autant quand il était petit, il était dans son coin, il faisait pas parler de lui. Mais là, c'était... Alors, il pouvait s'habiller n'importe comment. Et plus c'était folklorique, plus ça lui plaisait, quoi. On est radicalement différents aussi, tous les deux. Moi, je suis quand même très terre-à-terre. Voilà. Bon, on a vraiment rien en commun tous les deux. Et c'est vrai que, bon, quelque part, des fois, ça me dérangeait, quoi, qu'il soit comme ça. Mais bon, visiblement, ça ne dérangeait que moi. Donc, je disais, ben voilà, il est comme ça, il est comme ça. Et puis, comme il n'avait pas de copine et tout, il partait souvent faire des randos dans les Pyrénées. Et c'est là, au cours d'une randonnée, il avait mis sa tente au bord d'un lac, sur les hauteurs, et un matin, en se réveillant, il a rencontré Dieu. Ça a été fulgurant, d'après lui. Et après, on a mangé beaucoup de bon Dieu. Mais toujours, voilà, on s'est dit, ça va lui passer. Comme toutes les choses, quoi. Finalement, on s'est dit, bon, c'est ça va pas durer. Et puis, il a rencontré sa première épouse qui était aussi très branchée religion. Donc, à tous les deux, c'était quelque chose. Donc, ils ont eu un petit garçon qu'ils ont appelé... Alors, il a 3 prénoms. Le dernier, c'est Jésus. Accouchement à la maison, enfant pas vacciné. Ils étaient déjà très... anti-médecine, tout était des médecines douces, l'homéopathie, déjà c'était ça. Après une formation en lycée agricole, le frère de Carole a repris une partie de l'exploitation viticole et a commencé à travailler avec son père. Dans le même temps, là, c'est là qu'il a commencé à cesser de payer ses cotisations MSA. La MSA, Mutualité sociale agricole, c'est le régime de protection sociale obligatoire pour les professions agricoles. C'était son combat, il avait décidé qu'on n'avait pas à lui imposer ça, que c'était pas son choix à lui, donc il a décidé qu'il ne paierait pas ses cotisations, et ça c'est quelque chose qui dure depuis plus de 30 ans. C'est toujours en procès, ça n'en finit pas, je sais même pas si ça finira un jour, mais voilà, pour l'instant c'est pas fini. Donc ça a été le premier combat de sa vie, donc à l'époque il n'y avait pas internet, donc il passait ses jours et beaucoup de nuits à étudier les textes de loi. Il avait rencontré un monsieur aussi qui se battait comme lui, donc ils passaient beaucoup de temps ensemble. Je pense que peut-être dans des réunions auxquelles il allait, il a peut-être entendu parler, et du coup il s'est dit, voilà un nouveau combat pour moi. Il commençait déjà à être un peu contre beaucoup de choses. Donc ça, et puis voilà, c'était le fait qu'on le lui imposait et qu'il ne l'avait pas choisi. Il n'avait pas donné à l'époque déjà son consentement. Tant et si bien qu'au bout d'un moment, sa femme, elle en a eu marre et ils ont divorcé. Voilà. Après son divorce, il a rencontré sa deuxième femme via un magazine catholique. Cette dernière est malgache et l'a rejoint en France au début des années 2000. Ils semblaient très amoureux tous les deux et on s'est dit, ouf, enfin, peut-être il va finir par se stabiliser, ça va aller. Eh bien non, pas du tout. Pas du tout. Donc ils se sont mariés. Bon, il était comme il était, toujours ça aimait ça. Il travaillait dans les vignes, mais il était assez cool quand même. Hein. Comme c'était pas mon père. Papa, c'était quelqu'un de très rigoureux, de très... Tandis que mon frère, lui... s'il avait envie de partir 5 jours en vacances, il partait, tant pis. Le travail, il le ferait plus tard, ou enfin, ça n'avait rien à voir. Donc les relations entre mon père et mon frère, c'était très compliqué. Une fois, il a fait un traitement, et je ne sais peut-être pas bien protégé, je ne sais pas, enfin, il s'est chopé, il s'est intoxiqué, quoi. Donc il était vraiment très très mal. Donc là, quand même, ma mère a insisté pour qu'il aille voir le médecin. Donc évidemment, le médecin lui a donné un traitement de cheval, mais c'était pas homéopathique. Et il l'a pas pris. Hein. Bon, il s'en est sorti. Hein. Il aurait pu avoir des séquelles. Ou... Voilà, pour dire que je pense que
Maintenant, je suis sûre que s'il avait une maladie grave, je suis sûre qu'il refuserait la médecine traditionnelle, ça c'est sûr. Je me souviens pas qu'il avait des discours complotistes à l'époque. Non, alors 2001 est passé par là. Oui, c'est vrai, 2001 et les attentats. Je pense qu'il en a parlé, mais j'en ai pas le souvenir. Moi, j'étais vraiment très prise entre mon travail, mes enfants et tout ça. C'est vrai que je voyais ça un peu de loin. Par contre, quand Internet est arrivé, vu qu'il était déjà très branché médecine naturelle, forcément, il a été fouillé de ce côté-là. Et donc là, il y a eu, je ne sais plus, je ne peux pas tous les citer, Tal Chaleur, Jean-Jacques Crèvecoeur, il y avait un Philippe Gendroc aussi, Moi, je suis médecin suisse depuis 50 ans, plus de 50 ans, et dès le début de ma carrière, j'ai vu les effets secondaires dramatiques des vaccins. J'ai vu des drames. Et du coup, je suis allé à l'OMS, j'habitais Genève, et j'ai découvert à l'OMS des dizaines et des dizaines et des dizaines de travaux et d'études qui montrent que les vaccins, ça ne marche pas. Même le pape, maintenant, qui n'est plus un vrai pape, puisque c'est vraiment un agent de destruction du christianisme qui a été mis en place par l'État profond pour détruire l'Église catholique de l'intérieur. Même le pape parle maintenant du nouvel ordre mondial. On n'est pas vacciné parce qu'on veut pas de cette saloperie-là dans notre corps. On veut pas de ces hydres aliens dans nos corps. Dites-vous que dans chaque vaccin, il y a des aliens. Et que ces aliens vont vous coloniser et qui sont dotés d'une intelligence artificielle pour vous contrôler. Voilà, donc ça, tout cela. Il suivait aussi Asselineau. Il le suivait beaucoup. Asselineau, on connaît parce qu'il est toujours dans la course, lui aussi. Mais quand il y avait des élections aussi, il ne se cachait pas qu'il votait pour l'extrême droite. Hein. Alors ça nous sidérait parce que dans la famille, on n'était pas du tout comme ça. On avait des valeurs d'humanisme, de partage. C'était pas du tout ça. Donc quand il nous faisait l'éloge du Front National, à l'époque, on était... fallait pas se fâcher, faut pas se fâcher pour ça, mais moi ça me choquait vraiment. Et je sais pas quand est-ce qu'il a rencontré, peut-être 2014. Il a découvert Éric Fiorile. Et alors Éric Fiorile, alors là, ça a été comme Dieu. Il a rencontré Éric Fiorile et le CNT. Éric Fiorile est un naturopathe et un blogueur complotiste français. Il dénonce aussi bien les Illuminati que le Nouvel Ordre mondial, les laboratoires pharmaceutiques, la franc-maçonnerie, que ce qu'il appelle la fausse pandémie de Covid-19. Je me nomme Éric Fiorile et j'ai été de ces premiers lanceurs d'alerte dans les années 90 à informer de l'existence de ce nouvel ordre mondial et du club Bilderberg qui supervise tous les gouvernements occidentaux. Je suis aussi aujourd'hui le leader de la résistance française. En 2014, il fonde le prétendu Conseil national de transition, aussi appelé CNT, qui se revendique comme la seule autorité légitime en France. Il a lancé un appel à manifester le 14 juillet 2015 devant l'Assemblée nationale afin de renverser le gouvernement. Éric Fiorile s'inscrit dans la mouvance des êtres souverains. Je m'appelle Éric Fiorile et je suis l'un des porte-parole de ce Conseil national de transition. En cours de constitution définitive, il sera composé de 2000 membres destinés à se substituer à titre provisoire à l'ensemble du gouvernement et du Parlement déchu par la France. Il prendra ses fonctions officielles le 14 juillet 2015. En conséquence, à compter de ce jour, 18 juin 2015, de la proclamation, aucune loi, décret, traité ou accord signé par le gouvernement imposteur n'aurait la moindre validité. Et donc là, après, il ne jurait plus que par lui. Donc Éric Fiorile faisait des vidéos quasiment quotidiennes. Alors là, apparemment, j'ai commencé à m'intéresser à ce monsieur. Donc j'ai écouté ses vidéos. J'étais sidérée, moi. Ce mec, il me faisait vraiment penser à un gourou. Mais vraiment. Une façon de manipuler les gens, de manipuler l'information, d'inventer des choses, de dire des mensonges.
Alors ça, j'en parlais avec mon frère. Je lui dis, mais tu te rends pas compte que tout ce qu'il raconte, mais c'est tellement gros que tu peux pas croire ça, quoi. Mais des choses mais énormes, des tunnels entre l'Australie et la Suisse, enfin sous terre. Enfin, je dis, mais non, mais tu réfléchis un peu. Et il voyait que par lui. Alors Éric Fiorile, en 2015, je crois, il a décidé de monter à Paris pour prendre l'Élysée, virer le président. Je crois que c'était en 2015, donc c'était Hollande à l'époque, pour prendre l'Élysée. Mon frère est parti à Paris. Seulement, il devait être des milliers, il devait y avoir l'armée, ils se sont retrouvés 3 pelés et un tondu. Donc du coup, ils ont visité Paris. Il est revenu, mais il a toujours continué à suivre Fiorile. Et donc après, il y a eu les Gilets jaunes, bien sûr. Les Gilets jaunes, il a participé, mon frère, il a été manifesté. Tout un cinéma, il a fait comme mannequin et tout. Enfin bon, c'est mon frère, quoi. Il y a eu le procès de Milan. Alors le procès de Milan, c'est parti à Milan, du coup. Ils étaient plusieurs adeptes, moi je dis c'est des adeptes qui suivaient Fiorile, pour faire le procès de Macron et pour mettre en place le CNT. Voilà, donc ils ont discuté pendant 3 jours pour mettre en place le fameux CNT. Ils sont revenus, bien sûr, il ne s'est rien passé. Le procès de Milan est un pseudo-procès des dirigeants français censé se dérouler à Milan, en Italie, en décembre 2019. Pour y participer, il était nécessaire de s'acquitter d'une souscription de 220 € via la plateforme de paiement en ligne PayPal. Cette parodie de procès décrète l'arrestation et la mise en détention d'Emmanuel Macron, ainsi que celle d'Édouard Philippe, de Christophe Castaner, d'Agnès Buzyn et de Nicole Belloubet. Et les impôts, c'est arrivé en 2018. Mais ça, on ne l'a pas su de suite, nous. Je crois que je l'ai appris en lisant des posts qu'il mettait sur Internet. Il disait qu'il était un être souverain et que la France, c'était une société, donc qu'il n'avait pas à payer d'impôts, une société. Il n'avait pas à payer d'impôts à un État corrompu, dictatorial, satanique, etc., etc. On ne contracte pas. On ne contracte pas. On ne contracte pas. On rentre pas en contrat avec vous. Avec qui, avec quoi vous ne contractez plus? Au niveau des impôts, Vous ne payez plus vos impôts? on veut plus en payer. Alors on payait avant, maintenant on veut plus en payer, donc on envoie des lettres comme quoi on veut plus rentrer dans le système. Vous avez l'impression d'être Là, sorti du système? Mais bien sûr. Fiorile, je crois que il a été arrêté, je ne sais plus quand. Éric Fiorile est interpellé par la police le 16 décembre 2020 dans le cadre de l'enquête sur les Barjols, un groupe identitaire qui avait projeté une attaque contre Emmanuel Macron en 2018. Il a été placé en garde à vue pour association de malfaiteurs terroristes et placé en détention provisoire pour détention d'armes. Il est libéré fin juillet 2021. Donc là, il a laissé tomber un peu Fiorile, puisqu'il était en prison, et il est passé à autre chose. Mais c'était pire. Alors c'était pire. Alors là après c'était, je sais plus moi, il y avait QAnon, Magali Robin, les décodeurs, et puis après il y a eu le Covid. Si on peut dire que c'était l'apothéose, voilà. Donc le Covid, c'était pas vrai, c'était inventé, c'était pour nous priver de liberté, enfin tous les discours complotistes qu'on a pu entendre à l'époque, c'était ça complètement. Donc le vaccin, il fallait pas se faire vacciner, bien sûr. Moi, je travaillais à l'hôpital, donc dans un service avec des pathologies lourdes. Je me suis fait vacciner. Et mes parents aussi, il fallait pas qu'ils se fassent vacciner, bien sûr. Mais ils l'ont fait quand même. On l'a pas écouté. Et alors, moi, je me suis fait traiter vraiment de folle, J'allais mourir dans les 2 mois, ou alors, entre tout ce qu'il y avait dans les vaccins, les hydres, les fœtus, les serpents, la 5G, je sais pas quoi, j'allais devenir complètement dégénérée. Bon, il semble que ça va encore à peu près, mais je suis pas morte. C'était la folie, là, vraiment. Et ça, il en parlait beaucoup dès qu'il venait voir mes parents, c'était difficile. Donc, tant et si bien que, même en habitant tout près, il se voyait pratiquement plus, quoi. Il est parti à Madagascar fin 2021 pour retrouver la famille de son épouse, puisque ça, il le faisait régulièrement. Il partait tous les 2 ans, il restait là-bas 2 mois.
Donc c'était en décembre, il est parti. Il devait revenir en février. En février, il appelle mes parents pour dire qu'il restait un mois de plus. Bon, ok. Le mois d'après, il rappelle pour dire qu'il restait encore un mois de plus. Là, ça s'est cassé en fait. À partir de là, il n'a plus jamais téléphoné aux parents. Il se contentait uniquement d'envoyer des SMS. Et il n'est pas revenu. Voilà. Donc je pense qu'il a fait sa vie là-bas. Depuis qu'il est à Madagascar, j'ai l'impression que le côté spirituel, il s'est exacerbé. Vraiment. Parce que dans tous les... Il téléphone plus aux parents, mais il envoyait des SMS. Donc dans tous les SMS, outre sa belle vie idyllique qu'il décrit, à la fin, il ne peut pas s'empêcher de parler qu'il est un être d'amour, de lumière. Je sais pas, c'est délirant. C'est délirant. Bon, pour les parents, ça a été quelque chose de très difficile. Dans cette ambiance familiale déjà compliquée, la santé des parents de Carole se dégrade en 2022. Donc comme il n'y avait plus que moi, il fallait que je m'occupe des deux. Donc mon père lui a trouvé un mélanome au niveau d'un bras. Donc j'ai dit ça, on va pas lui dire. Hein. Seulement il l'a appris par son fils. Et donc, il s'est pas plus manifesté, rien du tout. Il m'a juste envoyé un document avec tous les effets positifs de la moutarde pour traiter les mélanomes. Ok, bon, moi j'ai continué à amener mon papa à faire ses traitements, tout ça. Bon, comme il était âgé, ça évoluait pas trop vite. À la fin de l'année, c'est ma mère qui est tombée malade, qui était hospitalisée. 15 jours. Il s'est pas manifesté non plus. Rien du tout. Tout de suite après, c'est mon père qui a eu de gros problèmes cardiaques. Donc réhospitalisé. Bon là, j'ai vraiment cru que on allait le perdre. Il était vraiment pas bien. Il en sortit de là. L'année 2023 s'est passée, plus ou moins. Ça allait à peu près. Et puis à la fin de l'année 2023, en octobre, il a fait un infarctus, il est décédé. Jamais mon frère ne s'est manifesté. Jamais, jamais. Il le savait, son fils était revenu, était là. Pour lui, c'était les vaccins, quoi. Il n'avait qu'à pas se faire vacciner. Mon père avait quand même 87 ans, 88 ans. Il avait travaillé sa vie au grand air, exposé au soleil. Donc le mélanome, voilà, fallait pas non plus se poser trop de questions. Il n'y a que pour les obsèques qu'il a envoyé un texte à son fils qu'il désirait qu'on lise au cimetière. Et ça, on a refusé. Avec maman, on n'a pas voulu. Donc, je pense que ça l'a beaucoup vexé, qu'on ne veuille pas lire son texte, mais on l'a même pas lu du tout. Hein. On ne sait même pas ce qu'il y avait écrit dessus. On n'a pas voulu. Donc, voilà où on en est de nos relations. Moi, j'avoue que ça m'a vraiment bouffé, quoi. Mais vraiment bouffé. Hein. Ça m'a vraiment perturbée. Je pensais plus qu'à ça. J'en dormais plus. Je comprenais pas. Je me dis, mais comment c'est possible d'arriver à avaler autant de bêtises, d'âneries, Et en fait, à qui en parler ? Parce que les gens qui sont pas confrontés à ce genre de choses, ils se rendent pas compte. Ils peuvent pas se rendre compte. C'est pas possible tant qu'on n'est pas confronté à ça. Tous les sites qu'ils consultent, c'est que des mensonges. Tout ce qu'ils racontent, c'est que des mensonges. Ils vont vous parler qu'ils ont arrêté. Hillary Clinton, elle a été arrêtée. Obama, il a été arrêté. Biden, il a été arrêté. Ils ont été exécutés à Guantanamo, par exemple. Ça, ils le croient. Seulement, 3 jours après, ils vont vous reparler de Biden, de Clinton. Enfin, voilà, ils arrangent les choses à leur sauce. Ou alors, quand ça ne marche pas comme ils veulent, c'est un film. On regarde un film. Tout ce qui se passe, c'est fait exprès pour qu'on se réveille. Alors lui, c'est un guerrier de lumière, un guerrier numérique aussi. Souvent, il dit ça, qu'il est un guerrier numérique. Je ne sais pas trop ce qu'il fait. Hein. Je ne sais pas à quoi ça sert, un guerrier numérique. Je ne sais pas. Il œuvre en secret, lui aussi, pour sauver la planète. Et tous les gens qui suivent, alors c'est vrai que je n'ai pas les noms, mais à chaque fois que j'en trouvais un nouveau qui publiait, donc j'allais voir un petit peu qui c'était, et à tous les coups, c'était forcément dans la mouvance extrême droite. C'est effarant quand même, ça fait peur. Hein. Vraiment, ça fait peur.
Je suis sûre qu'il n'aurait pas adhéré à tout ça s'il n'y avait pas eu Internet. Il serait resté sûrement marginal. Il n'aurait jamais été plongé dans des choses pareilles. Tout s'est amalgamé, en fait. C'est ça. Le Covid, Trump, tout. Et comme je disais, la seule dont il n'a jamais parlé, c'est la Terre plate. Ça, c'est un mystère. Et comme pour beaucoup d'autres, les croyances et pratiques du frère de Carole finissent par avoir des conséquences réelles. Quand il était en France, donc ne payait pas ses taxes MSA, ne payait pas ses impôts. Donc forcément, il recevait des avis, des recommandés, sauf qu'il n'allait jamais les chercher. Après, il est parti à Madagascar, donc évidemment, les avis ont continué à arriver, mais personne n'allait les chercher non plus, jusqu'au jour où on a appris que la maison et la propriété étaient mises aux enchères. Quelle grosse surprise. Donc j'ai appris que c'était la MSA qui mettait aux enchères, puisque j'ai pu rencontrer l'huissier qui était passé. J'ai appris que c'était la MSA, j'ai essayé d'appeler les avocats, mais ils ne veulent rien vous dire. Et donc pendant 15 jours, 3 semaines, on a vraiment été un peu en panique. Je voulais pas le dire à ma mère, sauf qu'elle s'en est aperçue, puisqu'ils ont posé des affiches devant la maison de mon frère et sur la propriété. Son fils n'était pas au courant, bien sûr, non plus, puisqu'il ne rouvrait pas les courriers. Et donc quand il a vu les affiches, c'est là qu'il a appelé son père, et que mon frère, depuis Madagascar, a dû rappeler tous ses avocats, et de façon à ce qu'il casse le jugement. Mais il n'y avait pas beaucoup de temps. Alors je ne sais pas par quel miracle, ça s'est cassé juste la veille, le matin même, des enchères. C'est ça, il risque de tout perdre, mais il le sait. Et d'ailleurs, je ne sais plus, il l'a écrit à un moment. Au risque de tout perdre, c'est son combat, il ne lâchera rien, jamais. Il ne le lâchera pas. Alors je pense qu'il est quand même attaché au domaine. Je pense qu'il est attaché parce que c'est familial. J'imagine qu'il y a quand même une petite fibre qui reste. Mais qu'est-ce qu'il va en faire ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il reviendra en France ? Je ne sais pas. À moins que les prochaines élections, il y a des gens qui lui conviennent, qui arrivent. C'est possible qu'il revienne à ce moment-là, parce que je pense que lui, il attend que ça. Il attend que ça. Mon frère, il pourrait être dangereux. Des fois, parce qu'une fois, il m'a envoyé un mail, donc nous accusant de ne pas l'avoir écouté, nous accusant de nous être moqués de lui, comme on écoutait les médias, qu'on s'était fait vacciner, tout ça. Bon, vous êtes des complices, donc un jour viendra, vous serez arrêtés, vous serez jugés, voire même exécutés. Sauf si vous présentez des excuses en conscience. Qu'est-ce que c'est des excuses en conscience ? On ne sait pas. Voilà. Et il avait envoyé ça. Hein. Donc là, je peux vous dire que je lui ai répondu pas gentiment. Donc ça, des choses comme ça, c'est terrible. C'est terrible. C'est très violent. Et ça, il avait écrit... il avait envoyé un mail, mais il avait aussi envoyé un SMS comme ça à mes parents. Et ça, c'est terrible. Mon père, il est parti dans l'incompréhension la plus totale. Vraiment. Je me demande même si dans sa tête, il n'avait pas renié ce fils. Je ne sais pas. On avait eu une discussion un jour avec lui, quand il était hospitalisé. Vraiment, c'était l'incompréhension la plus totale. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Pourquoi il est comme ça ? Mais je pense que son fils, à la fin, c'était plus son fils. Vous venez d'écouter Réveillez-vous, le podcast de Conspiracy Watch. Merci encore à Carole pour son témoignage. Cet épisode a été écrit, monté et réalisé par Perrine Bontemps, préparé avec l'aide de Victor Moutin. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées et n'oubliez pas de vous abonner pour être averti des prochaines sorties. Si vous aimez le podcast, vous pouvez le partager et nous laisser 5 étoiles pour le faire connaître. Si vous souhaitez nous raconter votre histoire, vous pouvez nous écrire dans le formulaire de contact qui se trouve sur notre site conspiracywatch.info ou par mail. Merci pour votre écoute, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau témoignage. Vous avez entendu les voix de Christian Talchaleur, Jean-Jacques Crèvecoeur, Philippe Gendroc et Éric Fioril.
ainsi qu'une archive de l'émission Ça vous regarde d'André Berkoff sur la 5 en 1991 et un extrait d'Envoyé spécial sur France 2.